Bon, bonjour à tous. Je m'appelle Maria, donc je suis étudiante au doctorat en service social à l'Université Laval. Et ce que je vais vous présenter aujourd'hui, ça vient de ma maîtrise. J'ai fait ma maîtrise au Brésil et je travaille avec les réfugiés syriens qui sont au Brésil. Plus spécifiquement à Florianópolis, c'est la ville et c'est une ville au sud. Et en ce moment, j'ai déjà commencé, mais je suis dans une phase de préscolarité, mon doctorat à l'Université Laval, et je veux essayer de comprendre le processus d'intégration de réfugiés syriens dans la ville de Québec. Donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est une phase plus exploratoire. C'est sûr que j'essaie de comparer deux contextes complètement différents. Et aussi, les données ne sont pas tout à fait évidentes parce qu'ils ne sont pas faits de la même manière non plus. Donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un essai de faire un début de comparaison. Okay. Donc, comme plan, je vais commencer pour une contextualisation de réfugiés syriens dans le monde versus les contextes canadiens et brésiliens. Ensuite, je vais vous présenter quelle est ma question explorée dans cette présentation, la méthodologie et les résultats tout d'abord dans les contextes fédéraux du Brésil et du Canada, comment est-ce que les réfugiés syriens sont arrivés au Canada et au Brésil, et ensuite plus spécifiquement dans la ville de Québec et Florianópolis, et en dernier comme conclusion donc quelques pistes de réflexion. Donc pour commencer, si on parle du contexte mondial, actuellement les données d'avril et mai 2019, donc nous avons 5 millions de réfugiés syriens, dont la plupart ils sont en Turquie, Liban, Jordanie, Irak et en Égypte. Ça concentre donc 95% de réfugiés syriens qui sont dans ces pays-là. Mais on a aussi donc une partie aussi au Canada et au Brésil. Pour le Canada, donc on a plus de 40 000 réfugiés syriens actuellement. Ce sont les dernières données du gouvernement du Canada. Et si on parle plus spécifiquement de la province du Québec, nous avons à peu près 9 345 000. Et au Brésil, c'est ça que j'ai dit au début, les données ne sont pas tout à fait évidentes. Il y a plusieurs données qui n'en ont pas, qui ne sont pas faites de la même manière. Donc nous avons, en avril 2018, ce sont les dernières données, on avait 10 000 réfugiés syriens reconnus, plus 86 demandeurs de statut de réfugiés. C'est que je vais vous expliquer après pourquoi est-ce qu'on a cette différence. Et parmi les réfugiés reconnus, on a 39% de réfugiés qui sont syriens. Donc c'est une bonne partie de réfugiés syriens qui sont au Brésil, reconnus parce qu'on a aussi beaucoup de réfugiés qui n'ont pas de documents, qui ne sont pas enregistrés comme réfugiés. C'est un autre contexte. Donc, à partir de ces contextes-là, je pose la question, quelles ont été les mesures d'accueil adoptées à Québec et à Florianópolis suite à l'arrivée des réfugiés syriens? À la méthodologie pour les contextes fédéraux de chaque pays, donc j'ai utilisé des informations officielles de chaque pays, des gouvernements donc canadiens et brésiliens. Et pour les contextes plus spécifiques de la ville de Québec, aussi des données officielles, mais aussi comme je vous ai dit, mon doctorat, je veux essayer de comprendre le processus d'intégration dans la ville de Québec. Donc, je suis allée parler à certains organismes qui sont mandatés ou qui ne sont pas nécessairement mandatés, mais des personnes protagonistes qui travaillent avec les réfugiés syriens, qui sont impliqués avec les réfugiés syriens dans la ville de Québec. Et à Florianópolis, donc ça vient de mon mémoire de maîtrise. J'ai essayé de comprendre les impacts psychologiques de l'immigration chez les réfugiés syriens à Florianópolis, mais une bonne partie. Donc, ça parlait de facteurs de risque, facteurs de protection, comment est-ce qu'ils sont arrivés, tout ça. Donc, ça m'a permis d'avoir des données pour vous présenter aujourd'hui. Si on parle donc des deux contextes fédéraux, le Canada est un pays, comme vous savez, je ne vais pas trop spécifier parce qu'on est au Canada, mais c'est un pays donc reconnu internationalement comme un pays qui reçoit des réfugiés, étant donné tandis qu'au Brésil, ce n'est pas le cas. Donc au Canada, à partir de novembre 2015, le Premier ministre il a lancé un plan visant à installer 25 000 réfugiés syriens. Et ensuite, en 2016, il a fait un renouvellement de cette politique. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas reçu des réfugiés syriens avant. Parce que, par exemple, quand je suis allée consulter
les rapports annuels du Centre multiethnique, c'est l'organisme protagoniste de l'accueil des réfugiés dans la ville de Québec. À partir de 2012, 2013 et 2014, ils ont déjà des registres des réfugiés syriens qui ont eu leur service. Donc, ils sont arrivés aussi avant, pas nécessairement juste à partir de novembre 2015, mais en grand nombre. On peut parler que c'était un plan stratégique supplémentaire dans une politique déjà existante. Mais par contre, les premiers recensements, ça date de février 2019, donc c'est très récent et ça parle seulement de réfugiés qui sont arrivés en 2015 et 2016. Tout ça encore au contexte fédéral. Et au Brésil, bon, on n'est pas un pays reconnu internationalement comme un pays qui fait l'accueil des réfugiés syriens, mais on lance comme des alternatives pour pouvoir les recevoir. Et ça, c'était le cas de la normative numéro 17 de septembre 2013, qui permet donc que toutes les personnes touchées par les conflits armés en République arabe syrienne peuvent venir au Brésil. Pour faire ça, on a les consulats brésiliens dans 18 pays qui sont proches de la Syrie, par exemple, et la personne, elle devrait juste aller se présenter et dire « Bon, ben moi, je viens de la Syrie ». Elle passe une entrevue très simple juste pour être sûre qu'elle est vraiment syrienne, et puis après, elle a un visa et elle a le droit de venir. C'est vraiment c'était très rapide, mais par contre, tout ce qui arrive après, c'était à leurs frais. Donc, j'ai beaucoup entendu de mes participants qui, bon, à un moment donné, se disaient qu'il n'y avait pas de réponse d'autres pays où ils essayaient le refuge. Donc, il s'est dit, bon, j'ai entendu parler qu'au Brésil, ça fonctionne. Je vais essayer, je vais y aller parce que ça serait... la situation ici, ce n'est pas bonne, donc je vais y aller. Mais à partir de ce moment-là, c'était tout à leurs frais. Donc, si on parle de contextes plus spécifiques, la ville de Québec et la ville de Florianópolis, ce sont deux villes qui s'approchent beaucoup au niveau des habitants. Québec, 131 000 et Florianópolis, 477. Donc, à peu près la même taille. À Québec, les chiffres jusqu'octobre 2017, c'est 502 réfugiés syriens. Et à Florianópolis, comme je vous ai dit, on n'a pas vraiment des chiffres très exacts pour l'instant. Donc, les derniers chiffres, ça date de 2015, ça fait quand même un bon moment, mais c'était 120 réfugiés. Il y a un groupe à Florianópolis, c'est un groupe d'appui aux immigrants et aux réfugiés qui sont à Florianópolis. Et ces groupes-là estiment qu'ils sont à peu près 150 ou 200 déjà en ce moment. Et bon, on n'avait aucun service d'accueil officiel à l'époque, mandaté par le gouvernement à l'époque, parce qu'en ce moment, il y en a, même si c'est temporaire, parce que ça va fermer en septembre à cause du contexte politique, mais il y en a pour l'instant. C'est comme un centre d'accueil des immigrants à Florianópolis. Donc, si je mentionne certaines caractéristiques que j'ai pu remarquer par rapport aux réfugiés syriens qui sont installés à Québec et à Florianópolis, parmi mes entrevues et aussi les documents et les entrevues que j'ai réalisées avec les organismes. Dans la ville de Québec, comme je vous ai dit, il y a à peu près 9 000 réfugiés syriens, dont 7 000, ce sont des réfugiés parrainés par l'État et à peu près 2 000 parrainés par les privés et à peu près seulement 2 000 parrainés par l'État. Donc la plupart qui sont dans la province de Québec sont parrainés par les privés. Cependant, dans la ville de Québec, ce qu'on remarque, c'est que la plupart ils sont parrainés par l'État. Ce qui fait une différence des caractéristiques de ces personnes parrainées par l'État et parrainées par les privés. Ceux qui sont donc dans la ville de Québec, ce sont des familles nombreuses, la plupart ils sont des musulmans et qui étaient en transit par la Jordanie, la Turquie et le Liban. Pour Florianópolis, la plupart ils sont des hommes célibataires qui sont arrivés tout seuls ou qui après quelques temps, ou qui étaient déjà mariés, mais qu'après quelques temps ils ont fait venir leur famille. Ils sont des musulmans d'origine palestinienne, la plupart d'entre eux. Ils sont d'une ville qui s'appelle Douma, c'est comme en périphérie de Damas. Et c'est une ville où il y a beaucoup de réfugiés palestiniens, donc on remarque que c'est quand même pas la première fois que ça arrive dans ces familles, le refuge, c'est déjà la deuxième. Et ils étaient en transit en Jordanie, en Turquie, au Liban et en Égypte. Donc,
Comme je vous ai dit, c'est une phase exploratoire. Je ne vais pas présenter toutes les données. C'est que j'ai essayé de comprendre, ce n'est pas nécessairement dès qu'ils sont arrivés, par exemple à Québec, qui a fait leur accueil, mais surtout les mesures qui ont été mises en place après cette arrivée et que ce sont des mesures spécifiquement pour les réfugiés syriens. Donc, si on regarde le Québec, tout d'abord le Centre multiethnique, qui a un programme de jumelage interculturel qui a été remis en place, un programme de la TCRI qui a été remis en place depuis quelques années, qui n'était pas en place. Et à partir de ce moment-là, qu'il a été remis en place, c'était seulement avec les réfugiés syriens. Donc, 2017-2018, ils ont eu 2 cohortes seulement avec des réfugiés syriens. Et à peu près 201 réfugiés syriens qui ont participé de ces programmes-là. Mais comme c'est un programme de jumelage, on voit aussi une implication de la société civile parce qu'ils ont été jumelés avec des citoyens et des citoyens québécois surtout. Les centres Louis-Joliette, ils n'ont pas eu nécessairement des mesures de plus. Les réfugiés syriens, ils ont commencé à rentrer dans la francisation à partir du mois d'avril 2016, à peu près 40 réfugiés syriens à partir de ces mois. C'est qu'ils ont fait, c'était seulement une classe de plus, une classe des analphabètes graphiques, c'est qu'ils appellent. Mais comme ça fait déjà partie de la politique du centre Louis-Joliette, ils mélangent vraiment les immigrants, donc il n'existe pas une classe juste pour les réfugiés syriens. Mais à ce moment-là, ce qui est arrivé, qui n'est pas nécessairement directement lié à l'arrivée des réfugiés syriens, mais on peut quand même penser que peut-être il y a des liens. C'est qu'à partir de ce moment-là, ils ouvrent un poste qui appartient au centre multiethnique, mais un poste d'une personne qui travaille tout le temps au centre Louis-Joliette, c'est un RAMI. Donc le RAMI, c'est un intervenant qui fait les liens de famille avec les services aux immigrants. Et à partir de ce moment-là, ils ont eu donc un poste d'un RAMI au centre Louis-Joliette, même s'il est employé du centre multiethnique. Aussi, on pourrait faire référence à l'entreprise d'économie solidaire ID Aliments Ensemble, qui c'est une entreprise d'économie solidaire qui a comme but l'intégration des femmes réfugiées syriennes dans la ville de Québec aussi par les marchés de travail, parce que qu'est-ce qu'ils font en fait? C'est parce qu'ils ont une cuisine où ils préparent de la pâtisserie syrienne, très bonne d'ailleurs, et après ils font la vente de ces pâtisseries dans les marchés, par exemple le marché de Saint-Foy, les marchés de l'Université Laval à l'automne, les marchés du Vieux-Port à Noël, et dans d'autres marchés, les nouveaux marchés de Saint-Foy de Québec aussi vont être là cet été. Et donc les femmes, elles sont ensemble dans la cuisine, elles préparent les pâtisseries, puis après il y a la vente de ces pâtisseries dans ces marchés qui est aussi fait par les femmes réfugiées syriennes et avec des bénévoles. Donc cette entreprise, elle a commencé en 2016, mais elle a pris... les mesures ont commencé en 2016, mais c'était surtout 2017, 2018 et maintenant qui sont un peu plus développées. Bon, donc on remarque qu'à Québec, on a des services mandatés, mais on a aussi une implication de la société civile, si on parle d'Aliments Ensemble. Et à Florianopolis, on a surtout une implication de la société civile, parce que, comme je vous ai dit, il n'y avait aucun service officiellement mandaté par les gouvernements pour faire l'accueil ou l'intégration de réfugiés. Mais ce que je remarque dans mes entrevues, c'est vraiment une implication très très importante dans le réseau arabo-palestinien musulmans qui existaient déjà à Florianopolis avant, donc quelques immigrants palestiniens qui se sont impliqués pour recevoir, pas nécessairement pour recevoir dès qu'ils arrivent, mais après, donc ce sont des entrepreneurs en ce moment responsables pour une bonne partie du marché du centre-ville de Florianopolis. Donc on a par exemple plusieurs magasins de chaussures et ce sont eux les entrepreneurs de ces genres de magasins. Donc là, ils ont engagé plusieurs réfugiés syriens. Et c'était une façon de faire leur insertion en emploi. Donc au début, ils travaillaient par exemple dans les stocks parce qu'ils ne parlaient pas portugais encore. Mais après, ils ont commencé à travailler à la caisse, à avoir plus de contacts avec le public, etc. On pourrait mentionner aussi l'université. L'université au Brésil, elle a comme 3 mandats, c'est l'enseignement, la recherche et ce qu'on appelle les projets d'extension. Les projets d'extension, c'est une façon de
redonner à la société ce qu'on produit, mais en pratique au public, à la communauté. Donc là, on a remarqué plusieurs projets d'extension des cours de portugais donnés par des bénévoles qui étaient ou bien gratuits ou qui étaient à un coût vraiment très, très symbolique. Et qui donc a aidé beaucoup parce qu'on n'a pas une école de portugaisisation, disons, ça n'existe pas, donc c'était une façon de combler cette lacune. On a eu aussi quelques cours de portugais qui ont été donnés par l'église, par une église à Florianopolis, mais l'église elle donnait plus la place où les gens ils peuvent donner des cours, mais c'était des bénévoles de l'extérieur. C'est qui a fait une sorte qu'ils ont créé un groupe de femmes syriennes qui se sont connues dans ces contextes-là. Et puis après, c'est un groupe qui fait plusieurs événements gastronomiques. Donc là, c'est pas juste les femmes syriennes, c'est une façon aussi elles font de la danse, donc c'est une façon de reprendre contact avec plusieurs éléments de leur identité syrienne. Mais aussi des événements où ils invitent d'autres personnes. Moi-même, je suis déjà allée dans ces genres d'événements. Donc, ce qui est aussi intéressant dans ces deux contextes complètement différents, c'est qu'on remarque aussi une implication quand même très importante des femmes syriennes dans les deux contextes. Donc, ça attire quand même l'attention. Et pour conclure, pas conclure parce que c'est plus des pistes de réflexion, vu que je suis vraiment dans une phase exploratoire. On voit vraiment deux contextes différents au niveau fédéral. Donc, si le Canada a pris des stratégies, des politiques plus supplémentaires, mais qui étaient déjà inscrites dans une politique existante, le Brésil a fait comme des stratégies temporaires, qui pour l'instant, temporaires, mais on fait les renouvellements à chaque fois, pour l'instant, à chaque fois. Pour les accueillir quand même, ce qui a permis plusieurs personnes de venir à leurs frais, mais quand même c'était une possibilité. Et si on parle plus des contextes spécifiques, la Ville de Québec, donc on voit les organismes mandatés par les gouvernements très impliqués, mais aussi l'implication de la société civile quand on parle du programme de jumelage et des idées aliments ensemble. Florianopolis, par contre, on voit que c'est surtout un réseau informel. J'ai remarqué aussi dans mes entrevues que souvent c'est les voisins, un Brésilien qui est voisin, puis qui prend en charge cette personne d'une façon informelle. Et aussi une implication également de la société civile, de la société palestinienne qui était déjà à Florianopolis avant. Voilà, c'est ça. Merci.